Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce journal. Voici les titres. C'est officiel, la zone de libre-échange économique africaine est lancée ce dimanche à Niamey par l'Union africaine. Réunis en sommet extraordinaire, les dirigeants du continent sont convaincus que la création d'un espace commun va permettre à l'Afrique de poursuivre la voie du progrès. Autre fait marquant du sommet, l'adhésion du Nigeria et du Bénin à la ZLEC. Les anciennes communautés rurales de Kolda, devenues des communes en 2014, plaident pour des programmes financièrement solides. En réponse à leur doléance, le ministre des collectivités territoriales annonce que le PNDL sera renforcé pour accompagner ces communes qui se veulent des territoires viables et compétitifs. Dans l'actualité sportive, CAN 2019, les Lions ont repris les entraînements pour préparer leur match contre le Bénin en quart de finale. Autre équipe qualifiée ce jour, Madagascar, qui n'a pas encore fini de surprendre dans cette CAN. Les barrières ont sorti la RD Congo. L'Algérie rejoint aussi chez les quarts de finalistes en battant la Guinée. Retour sur les temps forts dans cette édition. Mondial féminin de football, les États-Unis sacrés pour la 4e fois. Les Américaines ont battu les Néerlandaises sur le score de 2-0. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, sachez que le président de la République est de retour à Dakar. Le chef de l'État revient de Niamey, au Niger, où il a pris part ce dimanche au lancement de la zone de libre-échange économique africaine. La ZLECAf qui consacre un marché commun et l'élimination des contraintes tarifaires. À son retour à Dakar, le président Macky Sall a été accueilli par la présidente du Conseil économique, social et environnemental, des membres du gouvernement ainsi que d'autres autorités civiles et militaires. L'unité de l'Afrique est la seule voie d'assurer le progrès pour chacun des pays et pour tout le continent. Une conviction partagée par les dirigeants africains à Niamey. Ils ont procédé ce dimanche au lancement de la zone de libre-échange économique africaine. L'objectif est de créer un marché commun et de lever tout obstacle tarifaire. Le Nigeria et le Bénin ont rejoint les signataires de cet accord. Envoyé spécial au Niger, Aboubakry Kane. Une Afrique intégrée, prospère et en paix, c'est l'objectif réitéré par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Et pour ce sommet, au menu des discussions, le lancement officiel de la zone de libre-échange économique africaine. 2 mois après l'entrée en vigueur théorique de l'accord portant création de la ZLECAf, les dirigeants du continent veulent créer un marché commun d'1,2 milliard d'habitants pour un PIB cumulé de près de 2500 milliards de dollars. Il s'agit là d'un des objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine, adopté en 2013. Il s'agit donc d'améliorer les échanges intra-africains qui sont à près de 15% seulement actuellement et assurer la complémentarité dans les domaines de la production et de l'industrie, ce qui nous exige davantage d'efforts et pour créer l'environnement des investissements propices et nous ferons tout cela pour réaliser les objectifs légitimes de la ZLECAf et les aspirations de nos peuples. Leur aspiration au développement, au progrès. Il est question à travers la ZLECAf d'éliminer d'ici 5 à 10 ans les droits de douane sur des produits représentant 90% des lignes tarifaires. Et c'est le président nigérien Mahamadou Issoufou qui a été chargé par ses pairs de mener les travaux qui participent de l'unité africaine par la liberté du commerce de marchandises et services. Cette entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine est la plus rapide de toute l'histoire de notre organisation. Cela prouve, s'il en est besoin, l'intérêt que nos peuples et nos États attachent à l'accroissement des échanges intra-africains. Il en est ainsi
parce que nos peuples et nos États en connaissent les avantages. Entrée en vigueur le 30 mai 2019, la zone de libre-échange devient ainsi le plus grand espace d'échange commercial au monde. L'Afrique, avec une population estimée à 1,217 milliard de personnes, devrait atteindre 1,7 milliard d'ici 2030 et 2,5 milliards d'ici 2050. C'est vous dire que toutes les caractéristiques et les attributs d'une puissance se retrouvent dans notre continent. C'est donc l'aboutissement d'un vieil idéal panafricain. Le défi est maintenant d'assurer pour la première phase opérationnelle le commerce intra-africain et de lever les obstacles tarifaires. Aujourd'hui, les chaînes de valeur sont essentiellement régionales. Au terme d'un processus de consensus élargi, le Nigeria et le Bénin ont finalement ratifié le dit accord, portant ainsi à 54 le nombre de pays signataires. Avec la ZLECAf, l'Afrique se retrouve avec le marché commun le plus important au monde. Cependant, il reste quelques défis à relever et à continuer le combat pour les infrastructures. Et pour que le continent change, il faut faire passer le taux d'échange commercial intra-africain de 16 à 60%. L'avis du président Macky Sall que nous écoutons. Je voudrais saluer la célérité avec laquelle l'Union africaine a pu mettre en place le processus qui a conduit à l'accord de la zone de libre-échange continentale. Le président Issoufou, il faut le dire, a été désigné champion il y a juste 2 ans pour conduire ce chantier à la suite du sommet de Kigali. Et depuis lors, nos gouvernements ont travaillé très durement pour arriver finalement à adopter ce traité de zone de libre-échange continentale, qui va être finalement le marché commun le plus important au monde, puisqu'il va regrouper 54 pays, il va aussi concerner plus d'1,2 milliard habitants. Donc c'est extrêmement important pour l'avenir de l'Afrique. Et vous savez, les pères fondateurs avaient, en créant l'Organisation de l'Unité africaine, avaient voulu qu'il y ait l'unité du continent au plan politique, au plan économique, au plan commercial. Aujourd'hui, ce traité est un grand pas vers cette unité du continent. Bien sûr, si nous arrivons à faire passer de 15-16% le taux d'échange aujourd'hui commercial entre pays africains à 60%, voire plus, le continent va changer de visage. Maintenant, beaucoup de pays ont ratifié. On en était à plus de 25 pays qui ont signé et ratifié. 54 pays ont signé, donc le traité est officiellement entré en vigueur. Mais nous avons encore quelques défis. Le Ghana a été choisi pour abriter le siège du secrétariat de la ZLECAf. Et nous allons aussi, d'ici 2020, d'ici l'année prochaine, travailler pour lever toutes les autres contraintes et faire en sorte que vraiment le traité qui est entré en vigueur aujourd'hui puisse s'appliquer de façon tout à fait optimale. Les défis, c'est un peu la lutte contre les tracasseries dans les frontières, les contraintes qui ne vont pas manquer, mais c'est également l'absence d'infrastructures. Parce que si vous voulez commercer alors qu'il n'y a pas les infrastructures de communication, il n'y a pas les routes, il n'y a pas le chemin de fer, il n'y a pas les ports, les aéroports, évidemment, ça va être un vœu pieux. Donc, d'où l'urgence de continuer le combat pour les infrastructures. C'est ce que nous avons fait exactement au Sénégal, dans le cadre du PSE, avec la transformation structurelle de l'économie. Tout ce qui a été fait en matière d'infrastructure participe un peu de la mise à niveau et des conditions préalables pour que nos pays bénéficient pleinement de cette zone de libre-échange continentale. Lancement historique donc ce dimanche 7 juillet à Niamey, au Niger, de la zone de libre-échange continentale. L'Afrique déclenche ainsi le processus pour arriver à un marché commun d'ici à 2028. Des étapes mais aussi des obstacles à franchir. Enjeu autour de la zone de libre-échange en Afrique. Plus de détails avec Dahaba. On a 54 pays et comme vous l'avez dit, c'est 1,2 milliard d'individus. Mais c'est également un PIB équivalent à 2500 milliards de dollars. Un énorme potentiel économique pour le continent. L'Afrique est sur l'une des 3 étapes de l'intégration commerciale. La première étape, c'est ce qu'on appelle la zone de préférence douanière. On
diminue les droits de douane en espérant augmenter les transactions. La deuxième étape, c'est la zone de libre-échange continentale. On supprime les droits de douane, mais chaque pays reste souverain en matière de politique commerciale. Là également, on s'attend à une augmentation des trafics. Et la troisième étape de l'intégration commerciale, c'est l'union douanière. Non seulement on supprime les droits de douane, mais également on instaure un tarif extérieur commun, de telle sorte que les pays perdent leur autonomie en matière de politique commerciale. À la suite de ces trois étapes de l'intégration commerciale, les pays peuvent engager l'intégration économique, le marché commun, d'abord, libre circulation des facteurs de production, ensuite l'intégration économique, c'est l'harmonisation des politiques sociales, des politiques fiscales, des politiques d'investissement, et la dernière étape, c'est l'intégration économique et monétaire avec l'instauration d'une monnaie commune. Une feuille de route tracée face à des obstacles. D'abord, le manque de complémentarité des économies africaines. L'idée ici, avec la zone de libre-échange continentale, ça devrait pousser nos économies véritablement à diversifier leur production. Ou encore la diversité des partenaires des États africains. Peut-être l'Europe va vouloir faire prévaloir, n'est-ce pas, une clause de l'OMC, la clause du traitement national. Maintenant, c'est aux pays africains, certainement, de défendre une position commune. La zone de libre-échange continentale, cependant, va permettre de corriger un réel déséquilibre, celui de la faiblesse des échanges régionaux en Afrique. On attend en tout cas de ces zones de libre-échange un effet levier. L'Afrique a le niveau de commerce intra-régional le plus faible. On est autour de 16%, 17%. En Europe, on est à plus de 65%. En Asie, on est à 52, 53%. En Amérique du Nord, on est à 50% et seulement 17% en Afrique, c'est faible. Les conditions du succès de la zone de libre-échange dépendront en grande partie du degré d'engagement des États. En vue véritablement d'appliquer toutes les mesures qui découlent de la zone de libre-échange continentale. C'est également peut-être la limitation de tout ce qui est mesures non tarifaires. Il y a également la question de la libre circulation des biens, des personnes. Pour que le commerce puisse se développer, il faut véritablement que la sécurité soit présente. La zone de libre-échange procède du traité d'Abuja. Ce traité, adopté en 1991 et ratifié en 1994, avait institué la communauté économique africaine. Objectif, parvenir à une intégration économique avec une monnaie unique. À présent, je vous fais lecture de ce décret portant nomination du président du comité de pilotage du dialogue national. Le président de la République a vu la Constitution, a vu le décret numéro 2019-904 du 14 mai 2019 fixant la composition du gouvernement, a vu le décret numéro 2019-910 du 15 mai 2019 portant répartition des services de l'État et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la présidence de la République, le secrétariat général du gouvernement et les ministères. A vu le décret numéro 2019-1106 du 3 juillet 2019 portant création du comité de pilotage du dialogue national. Décrète. Article 1er, M. Famara Ibrahima Sagna est nommé président du comité de pilotage du dialogue national. Article 2, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, le ministre secrétaire général du gouvernement, le ministre de l'Intérieur et le ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel fait à Dakar le 5 juillet 2019. Un prélude à la célébration de la Journée nationale de l'arbre le 4 août prochain, un CRD préparatoire a réuni les acteurs à Louga autour du ministre de l'Environnement. Les forestiers invitent à une synergie d'action pour réussir les campagnes de reboisement. Les précisions d'Ousmane Doïa. CRD spécial à Louga en temps fort, en prélude à la journée de l'arbre, prévue ce 4 août. Les échanges au cours de ce CRD ont porté sur la pertinence d'aller de l'avant pour l'atteinte des objectifs d'un développement durable. On appelle à
la solidarité et à l'action de tout le monde. C'est vrai, l'État ne peut pas être derrière chaque arbre pour l'entretenir, pour l'arroser, etc., etc. C'est la raison pour laquelle la population doit jouer sa partition à travers les maires, à travers les associations, à travers les mouvements de femmes. Nous devons être tous conscients que si on n'entretient pas nos forêts, ça a une répercussion très négative sur notre condition de vie. De vive voix, les acteurs du secteur, à travers ce CRD, ont félicité les initiatives du président Macky Sall, qui, selon eux, vont dans le sens de la régénération des forêts du Sénégal. Son Excellence, le président de la République, a fait un choix important, celui-là de restituer à la prochaine génération son patrimoine forestier intact, et bien sûr en misant sur deux leviers essentiels, la protection des forêts, mais la reforestation, c'est-à-dire la régénération de ces forêts-là. Donc la journée de l'arbre est une occasion pour nous pour faire en sorte que les populations adhèrent à la régénération de nos forêts. Célébration de la journée de l'arbre ce 4 août, campagne de reboisement, autant d'actes concrets qui, selon les acteurs du secteur, vont dans le sens de favoriser un legs digne de son nom aux générations actuelles et futures pour un Sénégal vert grâce au PSE vert. Agriculture, les problèmes d'accès à l'eau qui impactent la production rizicole à Colonna vont bientôt trouver des solutions, annonce du nouveau directeur général de la SAED. Il a rencontré les producteurs et visité plusieurs périmètres rizicoles de la zone nord. Les détails avec Diana Badiar. C'est dans la zone du lac de Guerre que le nouveau directeur général de la SAED a démarré sa première visite de contact. Au casier rizicole de Colonna, dans la commune de Richard-Toll, les producteurs qui dépendent des canaux d'irrigation de la compagnie sucrière sénégalaise CSS lui ont fait part de leur calvaire. La liste des doléances s'est élargie à Nit et à Kermont-Marsar. De part et d'autre du lac de Guerre, donc on a un potentiel de 100 000 hectares irrigables. Donc cela montre l'importance du lac de Guerre par rapport à l'agriculture irriguée, par rapport également aux cultures à haut rendement, mais par rapport aux cultures également à haute valeur ajoutée, comme la patate douce, la pomme de terre, le manioc, etc. Nous avons commencé les semis dans le mois de février, mais malheureusement en cours de route, on a eu ce fameux manque d'eau qui a causé beaucoup de dégâts au niveau des champs. Ces aménagements privés datent d'une 60aine d'années. Dans l'immédiat, des discussions seront enclenchées en attendant d'y trouver des solutions à long terme. Les périmètres de Colonna sont alimentés donc pendant des plages bien déterminées. Il semblerait que pour les jours ouvrables, c'est de 18h à 6h du matin, et les jours non ouvrables, les jours fériés, donc ils peuvent travailler donc 24 heures sur 24. Et compte tenu comme du potentiel qui existe ici, les superficies qui sont exploitées, ce temps d'irrigation ne permet plus donc de régler les problèmes. Alors à ce niveau, je pense qu'il faudrait qu'on envisage des rencontres avec la CSS, la SAED, l'administration même territoriale, avec la CSS pour discuter donc ensemble pour voir comment régler donc ce problème-là. Aboubakar Issou a visité le périmètre pilote de Nit réalisé dans le cadre du projet Pédidas. Auparavant, il est passé au périmètre irrigué de Nombo Thiago pour voir les travaux de réfection et de réhabilitation. En direction de la Tabaski, Kaolack a besoin de 60 000 têtes de moutons pour satisfaire la demande. C'est ce qui ressort dans CRD préparatoire organisé par le gouverneur de région. Il a annoncé à l'occasion quelques mesures pour une bonne organisation. Claire Diop. Kaolack a besoin de plus de 60 000 têtes pour un approvisionnement correct des populations en moutons de Tabaski. La déclaration a été faite par les autorités lors de cette rencontre de préparation qui a réuni tous les acteurs du secteur. Divers aspects liés à une bonne organisation des opérations ont fait objet de débat. Des orientations claires sont données. D'abord, s'y prendre très tôt, le plus tôt possible. On a demandé aux maires
déjà d'organiser tous les points de vente. Un arrêté sera pris dans ce sens pour fixer les différents points de vente réglementaires au niveau de Kaolack. Il est également prévu la mise en place de postes vétérinaires et de santé avancés pour le bétail et les usagers du forêt de Kahone, mais pas que. L'accent sera mis sur l'éclairage de l'extérieur. Parce que souvent, Kahone, tout l'espace qui est réservé ne suffit pas pour accueillir vraiment donc, tout ce monde-là. Donc de telle sorte que certains vendeurs seront obligés de s'installer aux abords, à l'extérieur. Pour l'organisation de 2018, un bilan satisfaisant est tiré. Pour cette édition, l'on veut aussi relever le défi. On compte recevoir plus de 60 000 têtes, si toutes les conditions sont réunies. Donc il faut préciser que l'année passée, on a reçu les moutons 5 jours avant la Tabaski. Donc ce qui pose un problème d'approvisionnement, donc lié, n'est-ce pas, au retard, n'est-ce pas, de la pluie. Donc, et vraiment cette année, on compte sensibiliser d'abord avec la tournée du ministre dans les pays voisins, Burkina, Mali, n'est-ce pas, pour sensibiliser les éleveurs de cette région à venir, n'est-ce pas, massivement amener les moutons au niveau de la région de Kaolack. Eau, électricité, sécurité, santé, tout pris en charge. Les éleveurs ont pour l'occasion de ce CRD listé quelques difficultés. L'accent est mis sur le vol du bétail. À ce niveau, des mesures particulières sont prises pour parer à toute éventualité. Devenue commune en 2014, les anciennes communautés rurales de la région de Kolda plaident pour des programmes financièrement solides. Leur objectif est d'être des territoires viables et compétitifs, comme voulu à travers l'acte 3 de la décentralisation. En réponse, le ministre des collectivités territoriales a informé que le PNDL reste un bras technique pour le développement du Fouladou. Mieux, il sera renforcé. Les précisions d'Issa Turogueya. Avec ses 40 communes et 3 départements, Kolda, Médina Yoro Fula et Vélingara, le Fouladou a beaucoup profité des services du ministère des collectivités territoriales, surtout en termes d'appui au développement local. Dans la décennie, pas moins de 8,5 milliards de francs CFA ont été investis dans des domaines prioritaires. Pour les pistes, nous avons injecté 3,8 milliards de francs CFA pour un linéaire de 112 km. Et pour les autres infrastructures, c'est-à-dire dans les autres domaines, que ce soit l'éducation, la santé, pour ne citer que cela, 4,579 milliards. Pour moi, si on met 130 milliards au niveau du PACASEN, c'est extrêmement important et je le loue, mais il est important qu'on puisse mettre le double au niveau du PNDL afin d'accompagner les programmes dans les collectivités anciennes communautés rurales. Au cours de cette rencontre d'évaluation de l'acte 3 de la décentralisation dans la région de Kolda, il a été également question de la fiscalité locale pour le département de Vélingara. C'est une chose très importante parce que l'État nous donne des moyens qui sont, à mon avis, très insuffisants. Donc sans fiscalité locale, on ne peut pas réaliser un développement local à la base. Ont été aussi abordées des questions liées à la formation des élus, aux limites territoriales, au renforcement des ressources pour la gestion des compétences transférées, au doublement de l'investissement au niveau territorial. Et pour ça, le ministre plaide pour un programme financièrement renforcé afin de rester au service des anciennes communautés rurales devenues communes grâce à l'acte 3. Le président Macky Sall tient beaucoup au PNDL. Les maires ont apprécié positivement l'apport du PNDL dans leur collectivité territoriale et souhaitent par la même occasion que le PNDL soit renforcé. C'est la raison pour laquelle nous avons pris bonne note de cela et nous allons donc y travailler. Dans la région de Kolda, immenses sont les défis à relever en matière de développement territorial, d'autant que les anciennes communautés rurales veulent intégrer toutes les vertus d'un territoire viable et compétitif. À Kolda toujours, l'UNFPA, à travers son programme New Deal, accompagne les clubs de jeunes mis en place pour lutter contre les grossesses précoces, les mariages d'enfants et l'excision. En tournée dans la région, une délégation de l'UNFPA a visité les réalisations et constaté un succès du programme et veut en faire un cas d'école pour les autres localités. Kaltoum Gueye.
Le plaidoyer est tellement fort qu'il a fait le tour du monde dans ce reportage où les jeunes victimes témoignent réalisé par la France 2 sur cette problématique qu'est l'excision à Kolda. La lutte est désormais portée par les jeunes à travers les clubs de jeunes filles. Cette initiative, soutenue par l'UNFPA, se veut innovante. Une autre façon de combattre ces pratiques néfastes a été trouvée. Malheureusement, les journées de lutte se succèdent. Mais malgré toute cette bonne volonté, le taux de personnes en état de grossesse et mariage d'enfants, ainsi qu'à la malnutrition, ne cesse de s'accroître. C'est pourquoi, à mon nom et au nom de tous les membres du club de jeunes filles, nous lançons un appel à l'endroit des parents, de nos frères, des autorités, mais surtout de nos sœurs, pour une bonne prise de conscience par rapport à ces problèmes qui gangrènent notre société. Ce programme, appelé New Deal, est présent dans cette zone depuis 2014 et pour une approche intégrée, un contrat a été établi entre ces jeunes et leurs parents. Devant les autorités, nos parents et la population, nous jurons, nous membres du club de jeunes filles, de ne plus tomber en état de grossesse avant l'âge de la majorité, de renforcer la communication entre parents et nous jeunes, renforcer la communication pour une bonne nutrition, de développer le leadership féminin par le respect des valeurs et la participation dans la vie communautaire. Nous le jurons. Elles ont juré et elles ont respecté le deal. Les résultats obtenus sont plus que satisfaisants. Un travail salué par le partenaire. Avec la collaboration de la communauté, des parents et de tous les pères éducateurs et des marraines, les Bajenoukos, ça marche à tel point que depuis 2014, parmi les 3000 membres du club des jeunes filles, aucune jeune fille n'est tombée enceinte. Il n'y a pas eu de mariage forcé, il y a eu certes des mariages, mais ce sont des mariages consentis et négociés. Le club de jeunes filles de Kolda constitue un cas d'école. Aujourd'hui, l'exemple est multiplié un peu partout dans le pays et même au-delà des frontières. Accompagnement des jeunes et des femmes, la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide d'AIR tire son bilan 2018. 130 milliards de francs CFA ont été injectés dans différents secteurs de l'économie nationale. Plus de 180 000 personnes ont bénéficié de financement. Pour la deuxième phase, les dépôts des dossiers ont repris. Mama Moussagna. Un an d'activité, plus de 360 000 dossiers reçus, plus de 180 000 bénéficiaires. Au total, l'ADER a injecté 30 milliards CFA dans l'économie nationale pour promouvoir l'inclusion sociale, économique et financière. Nous avons eu pas moins de 370 points de distribution via nos principaux partenaires financiers, que sont la Banque nationale de développement économique, BNDE, le PAMECAS, le Crédit mutuel du Sénégal et la Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal, CNCAS, que nous souhaitons remercier au passage pour le travail remarquable qu'ils ont effectué avec nous en 2018. D'autres institutions financières rejoindront l'équipe. L'ADER a également apporté son soutien à une cinquantaine de start-up pour plus de 1 milliard CFA. Le secteur de l'économie numérique, avec des tickets allant de 2,5 à 60 millions de francs CFA, a aussi profité de l'ADER. Nous avons aussi travaillé avec nos collègues des ministères de la femme pour financer 736 projets de groupement de femmes. Nous allons aussi travailler de façon intégrée pour le soutien aux PME. Dans l'agriculture, l'ADER accompagne dans la production et la commercialisation de riz dans la vallée du fleuve Sénégal. Le secteur de l'élevage bénéficie de la mise en place de mini-fermes intégrées avec l'introduction de races de vaches améliorées. Nous avons pu, par exemple, investir dans le domaine de la pêche. 2 milliards de francs CFA pour l'acquisition de 61 camions frigorifiques qui vont être disséminés sur l'ensemble du territoire national, dans tous les départements. À l'ADER, le dépôt des dossiers de financement a repris. C'est une nouvelle ère qui débute.
Santé, le corps médical s'enrichit avec la sortie de la promotion 2019 de la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. La promotion qui porte le nom du professeur Serigne Abdouba a voulu rendre hommage au cardiologue, mais également chef du service de cardiologie de l'hôpital Aristide Le Dantec. Ce dernier invite à son tour les jeunes médecins à se mettre à jour. Philomène Constance Diagne revient ici sur les temps forts de la cérémonie. Après de longues études requérant courage et abnégation, leurs efforts sont enfin récompensés. La promotion sortante 2019 de la faculté de médecine de l'UCAD vient enrichir le corps médical sénégalais. On va arrêter les études à la fac, mais continuer les études dans les hôpitaux par des stages, des cliniques. Nos homonymes, parrains, marraines, les invités et les parents sont très heureux. Nous aussi, membres de la promotion, nous sommes très heureux. Une promotion de médecins jugés talentueux, respectueux des valeurs nécessaires à leur future carrière, des qualités que ces étudiants doivent à leurs parents, mais aussi à leur équipe d'encadrement. À tous les étudiants, mes valeureux promotionnaires, j'exprime mes vifs remerciements et ma reconnaissance. Des étudiants de première année de médecine que vous avez été au docteur que vous allez devenir, il y a eu un très long parcours à effectuer. L'équipe d'encadrement vous a mis dans les meilleures conditions possibles. Des ambassadeurs ont aussi été honorés par la Prosmed. Devenir Hippocrate n'est pas inatteignable pour vous. En termes de respect des principes, de rigueur déontologique, surtout de vertu, vous pouvez être comme lui, de vaillantes et de vaillants médecins. La promotion a porté le nom du chef de service cardiologie de l'hôpital Aristide Le Dantec. Éminent médecin reconnu dans sa profession, le professeur Serigne Abdouba s'est félicité de l'assurance d'une relève. Il faut qu'ils sachent que leur formation est capitale, parce qu'ils auront en charge la santé des populations. Donc une bonne formation, et un médecin apprend toujours parce que la médecine est une science dynamique qui évolue. Parents, amis, proches et corps médical ont assisté à ces cérémonies qui a fait découvrir aussi d'autres facettes de quelques diplômés. Redonner à l'art oratoire ses lettres de noblesse, telle est l'ambition du festival La Grande Parole invite. La première édition vient de se tenir à Dakar et environ. Pendant 3 jours, les maîtres du verbe ont rivalisé d'adresse à travers différentes expressions artistiques. Oumendour. Au commencement était la parole. Et la parole était auprès des gens de l'ancien État ouest-africain du Mandé. Puis la parole a grandi et s'est transmise de génération en génération durant des siècles et des siècles. Aujourd'hui, elle est célébrée par la Maison de l'oralité Cœur Leïti à travers ce festival. La Grande Parole est une rencontre internationale où les arts du récit d'Afrique et les arts de la scène invitent toutes les formes d'art. Mais aussi le Sénégal, en tant que plateforme de l'oralité dans le Mandé, invite les pays. Quant à toi, homme blanc, contes, récits, chants, slam, théâtre sont donc à l'honneur à Dakar et sa banlieue. Cette année, KPG du Burkina Faso et Petit Cancan de la Guinée sont les invités d'honneur. Tous sont venus prêcher la bonne parole. Nous avons fait rencontrer le conte au slam. Et pourquoi le slam? Parce que c'est les nouvelles formes d'oralité moderne. Tous ceux qui sont invités ne sont invités que parce qu'ils ont une bonne parole. Et cette parole n'est pas une parole ordinaire, elle est une parole esthétique, elle est une parole bonne. Et cette bonne parole, les initiateurs de ce festival inédit au Sénégal sont allés la porter un peu partout à Dakar avec un fort plaidoyer en faveur de la lecture. Dans un pays comme le Sénégal, qui est au cœur du Mandé, il faut organiser une activité qui permettent d'aller vers le public. Et c'est ce qui explique pourquoi nous sommes allés au marché Sandaga, pourquoi nous avons fait la rue, pour appeler les gens à la lecture. Pourquoi lire? Parce que lire, c'est trouver le savoir moderne qui est gardé. Au commencement était donc la parole, et la parole était à Dakar pendant 3 jours, a mûri à travers ce festival La Grande Parole invite, qui ambitionne de redonner à l'art oratoire la place qu'il avait jadis en Afrique de l'Ouest.
Justement, pour les quarts de finale, le Sénégal prépare son match contre le Bénin. Les Lions ont repris les séances d'entraînement après une journée de repos. Voyons les meilleures séquences avec lui, Philippe Sagna. Une reprise après un quartier libre bien mérité au lendemain d'un succès. Au menu, renforcement musculaire et jeu à une touche de balle sur un terrain réduit. Ça fait quand même un mois ou même plus qu'on s'entraîne quasiment tous les jours. On a juste coupé une seule fois quand on était en Espagne et là c'est vrai que voilà, je pense qu'on avait besoin tous de couper un peu et ça fait du bien et aujourd'hui voilà, on repart au travail donc on va repartir sur nos idées, sur nos principes et continuer à travailler comme on le dit depuis le début. Le choc face aux écuries du Bénin se prépare bien. Pour cette séance, Mbaye Niang et Alfred Ndiaye sont restés spectateurs, alors que Krépin Diatta et Ismaël Sarr ont été laissés au repos à l'hôtel. Le reste du groupe se prépare à franchir l'obstacle béninois. Dans une compétition comme la CAN, il n'y a pas de petites équipes, donc il faut s'attendre à tout. On va avoir une équipe en face qui est prête physiquement, qui court de partout et qui est capable de marquer. Donc on va le préparer comme on a préparé tous les matchs jusqu'à maintenant. Toutes les équipes ne sont pas arrivées ici par hasard. Ils ont éliminé le Maroc, donc il faut beaucoup se méfier d'eux. C'est une équipe qui est généreuse, bien organisée, donc ça va être un match différent que contre l'Ouganda. Maintenant, il faut qu'on regarde encore mieux l'équipe de Bénin, savoir comment on va les jouer, parce que je pense que le fait de voir l'adversaire peut être aussi un avantage pour nous. Présent au Caire depuis le début de la CAN, le ministre des Sports est venu assister à ce galop. Une source de motivation supplémentaire. Nous retrouvons Louis-Philippe Sagna, notre envoyé spécial au Caire pour d'autres échos de la tanière. Bonsoir Louis-Philippe Sagna. Alors, au-delà de cette séance d'entraînement qu'on vient de voir, quelle autre actualité des Lions? Voilà, bonsoir à tous ceux qui nous suivent au Sénégal et au-delà de nos frontières. Bien sûr, ici au Caire, le temps est clément à l'heure pareille puisque pendant la journée, il fait excessivement chaud. Nous sommes actuellement à l'hôtel de la CAF. Et avant de vous donner les échos de la tanière, pour vous dire justement notre présence aujourd'hui ici, il y avait tout à l'heure un entretien avec le président de la Fédération bissau-guinéenne de football. Vous aurez l'occasion de suivre cet entretien demain lors du magazine de la CAN. Donc, pour ce qui concerne l'équipe nationale du Sénégal, l'ambiance est au beau fixe. Les Lions se sont bien entraînés. On l'a montré dans le papier, 2 joueurs, Mbaye Niang et Alfred Ndiaye, étaient sur le banc. Ils ont juste fait un petit échauffement. Après, ils sont transformés en spectateurs. On n'a pas vu Krépin Diatta et Ismaël Sarr. Ils sont restés à l'hôtel. D'ici demain, nous essaierons d'avoir d'amples informations leur concernant. On peut dire que effectivement, les Lions ont eu cette occasion d'avoir un temps libre et d'aller faire quelques visites ici en Égypte, puisque l'Égypte est une terre de civilisation. Donc sur le plan culturel, ils se sont ressourcés et c'est une source de motivation davantage. Donc jusqu'ici, il n'y a pas grand-chose à dire, sinon dire que l'ambiance est au beau fixe ici au Caire. Alors, Louis-Philippe Sagna, dans les échos de la compétition, aujourd'hui encore, on a connu des surprises avec la qualification de Madagascar qui a battu l'équipe de RD Congo. Vous savez, quand une équipe veut aller le plus loin possible, elle se donne les moyens d'y arriver. Et c'est ce que Madagascar a fait. C'est le président Rajolina qui s'est déplacé avec beaucoup de supporters. On annonce 400 supporters venus ici. Donc, avec ce coup de pouce, forcément, les barrières vont se surpasser. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont sorti de grands jeux pour, en tout cas, sortir la RDC, un pays de football. Madagascar, pour une première, arrive en quart de finale. Il faut le faire. Après l'élimination de l'Égypte, après l'élimination du Cameroun, là, c'est Madagascar qui crée également la surprise en éliminant la RDC. En tout cas, c'est une chose à saluer puisque les Malgaches ont montré que pour remporter cette compétition, il faut se donner les moyens de le faire et ils sont motivés à bloc.
Alors, Louis-Philippe Sagna, suite à l'élimination de l'Égypte, on a noté une cascade de démissions au sein des instances du football de ce pays, le pays organisateur. Et oui, bien sûr, il fallait s'y attendre pour certains, puisque ici, les commentaires vont bon train. Partout dans la ville, on sent qu'il y a un air de mécontentement, notamment dans la gestion de cette équipe, parce que l'équipe était habituée à avoir des joueurs locaux, des joueurs qui évoluent ici dans le championnat national, avec notamment des clubs comme le Zamalek, Al-Ahli. L'hôtel où nous sommes même appartient à ce grand club égyptien, le Zamalek, pour vous dire que ce sont des clubs qui ont les moyens, qui se donnent les moyens d'en arriver. Et cette année, l'Égypte s'est présentée avec beaucoup d'expatriés. Beaucoup n'ont pas compris cela. C'est pourquoi le président Hani Abourida, qui a eu cette initiative, c'est lui-même qui a compris qu'il en est le responsable. Il a jeté l'éponge et avec lui se vend emporter l'entraîneur, notamment Javier Aguirre. Donc c'est dire que, en tout cas, c'est un coup de tonnerre ici même au Caire. Mais bon, les Égyptiens ont compris que cette compétition doit se poursuivre. Ils acceptent ce qui est arrivé puisqu'ils ont compris que cette année, l'Égypte n'a pas une bonne équipe. Certes, ils ont Mohamed Salah très aigué, mais l'équipe, sur le plan général, on peut dire que l'Égypte n'a pas cette année une équipe capable d'aller le plus loin possible. Merci beaucoup, Louis-Philippe Sagna, pour cette analyse. Nous vous retrouverons demain pour d'autres décryptages. Les échos de la Coupe d'Afrique des Nations. Protection de l'environnement. La cellule qualité hygiène environnement du port autonome de Dakar mène la sensibilisation. Une randonnée verte a été organisée dans ce sens. Pape Kolingom. Un port moteur de l'émergence, c'est aussi un port bien assaini avec un environnement viable et des ressources humaines bien importantes. Les acteurs portuaires accordent un prix à l'environnement de leur lieu de travail. C'est dans ce cadre que cette randonnée verte a été organisée. Aujourd'hui, on a organisé une grande randonnée pédestre pour sensibiliser les acteurs portuaires par rapport aux problèmes environnementaux auxquels nous sommes confrontés. Déjà, le thème portait sur la pollution de l'environnement. On connaît tous les impacts en fait de ce fléau par rapport à notre santé et même par rapport à la performance de notre outil portuaire. À travers cette randonnée verte, les travailleurs du port autonome de Dakar jouent également leur partition dans la commémoration de la Journée mondiale de l'environnement. Cette activité s'inscrit dans la continuité de la Journée mondiale de l'environnement, commémorée chaque année le 5 juin de chaque année. C'est dans cette dynamique qu'on a organisé 2 journées, un panel scientifique portant sur le thème la pollution atmosphérique au port autonome de Dakar, causes, conséquences et solutions. Cette activité de sensibilisation sur la protection de l'environnement a été aussi une occasion pour les acteurs portuaires de rendre hommage à Feu Sorna Mouminatou Dembaki, un membre actif de leur association rappelée à Dieu. Voilà, ainsi se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Bonne soirée sur la RTS1.